Je vous remercie de votre présence ce soir à l'occasion de cette troisième conférence programmée par le CCS de la ville de Nouméa dans le cadre du programme de soutien aux aidants familiaux que nous avons mis en place en 2012. Alors pour un petit rappel, ce programme de soutien comporte différentes mesures, je dirais, des consultations avec un psychologue qui sont prises en charge pour les aidants familiaux, des conférences organisées à raison de 4 fois par exemple en 2013 pour apporter des informations aux aidants familiaux ainsi qu'aux professionnels, au grand public sur des sujets qui concernent le quotidien de la personne âgée. Nous avons aussi l'occasion d'avoir une professionnelle, une auxiliaire de vie qui peut, lorsque c'est nécessaire, venir soutenir la famille et occasionner des temps de répit au domicile. Donc voilà, cette conférence est à destination des familles, des professionnels, des étudiants. Ce soir, nous accueillons Monsieur Christian Michel, gériatre, qui nous apportera un éclairage sur la thématique. Donc le thème, la conférence, nous l'avons appelé « Personne âgée dépendante, bien préparer son entrée en établissement spécialisé ». Voilà, donc le docteur vous dira comment on va peut-être s'organiser ce soir. Ce que je vais faire, si vous le voulez bien, je vais vous présenter Monsieur Michel. Donc, Monsieur Michel a un diplôme universitaire de gérontologie clinique et sociale de la faculté de médecine de Nancy. Il a une capacité de gériatrie, toujours à la faculté de Nancy. Ensuite, en termes d'expérience professionnelle, il a exercé comme médecin responsable de service de gériatrie hospitalière pendant 16 ans en Lorraine. Il a été donc médecin coordinateur d'une maison de retraite de 80 lits pour personnes valides et d'une maison de retraite médicalisée de 60 lits aussi en métropole dans la même région en Lorraine pendant 25 ans. Ensuite, il a eu l'occasion de mettre en place une consultation médico-sociale hebdomadaire de préadmission en hébergement pour personnes âgées aussi en métropole. Donc en Calédonie, il est un petit peu plus connu sur un autre pan de son activité, puisqu'il a été pilote du plan d'addiction de la Nouvelle-Calédonie et responsable du service de prévention et de soins en addictologie jusqu'en 2012. Depuis janvier 2013, il est médecin prestataire pour l'ADA-SNC dans le cadre de la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance. Voilà, donc nous allons démarrer. Je vous laisse la parole, merci. Je remercie le CCAS de m'avoir invité ce soir. Donc c'est une invitation qui date de 6 mois maintenant, je l'avais un peu oublié. Merci à vous qui êtes venus. Donc c'est vrai que ce soir il y a de la concurrence parce qu'à la province sud il y a une réunion dans une heure, une petite heure sur le médico-social. Voilà. Alors, conférence, c'est peut-être un grand mot. Bon, je préférerais, moi, échange entre vous qui avez, pour certains, un vécu par rapport à cette problématique, ou des questions précises. Et moi, médecin en fin de carrière, avec une expérience dont vous avez entendu d'une 20aine d'années en gériatrie, puis une plus petite expérience en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la commission de la reconnaissance et du handicap et de la dépendance. Donc en province sud, c'est compétence provinciale. Pour le reste des provinces, c'est la DASNC. Donc j'ai l'occasion de voir des personnes âgées dans ce cadre-là, plutôt en province nord et quelquefois dans les îles. Voilà. On est peu nombreux. Certains doivent partir à 19h pour aller de l'autre côté. Donc voilà. Je pense que donc, je suis interactif, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je pense que ce sera plus dynamique. Alors, quelques généralités déjà. Donc, le problème concerne plus les femmes que les hommes. Pourquoi ? Statistiquement, dans un couple, au moment du mariage ou de la rencontre entre l'homme et la femme, alors c'est une moyenne, mais il y a 4 ans d'écart. L'homme est 4 ans plus âgé que sa femme. D'autre part, l'espérance de vie des hommes est plus courte que celle des femmes, non pas parce que les femmes les font mourir plus vite, c'est pas ça, mais parce que pour les générations actuelles, en tout cas, il y a eu les guerres qui ont fait partir, alors ça commence à diminuer, parce que la dernière guerre, c'est la guerre d'Algérie, mais les guerres ont fait partir des hommes prématurément. Les accidents de travail, c'était une époque où les femmes avaient moins d'activités salariés que maintenant, en tout cas. Donc il y a moins d'accidents de travail. Et les comportements à risque étaient plus masculins que féminins, notamment l'alcool et le tabac.
C'est en train de bouger, hein, mais bon, c'était comme ça. Par exemple, un homme de 30 ans qui fume un paquet de cigarettes par jour a une espérance de vie de 6 ans, réduite de 6 ans s'il continue à fumer. Alors 6 ans à 20 ans, on s'en fiche. À mon âge, c'est quand même des années qui comptent, hein. C'est 6 ans de plus, ça n'a pas de prix. Si cet homme de 30 ans fume 2 paquets par jour, son espérance de vie est réduite de 8 ans. Donc on voit déjà l'écart. Hein. Donc les femmes vieillissent plus longtemps que les hommes, et donc au niveau du placement, ben, ça se retrouve. Globalement, il y a à peu près 10 ans d'écart entre le décès de son père et de sa mère dans les générations actuelles. Quand vous essayez de calculer pour ceux qui ont des parents déjà partis, mais enfin, ça fait à peu près ça. Or, c'est moyenne. Hein. D'après une enquête de 2010, 78% des Calédoniens de plus de 60 ans résident en province sud, dont plus de la moitié à Nouméa. À 60 ans, les problèmes sont rares. Je pense qu'il y a des gens qui ont 60 ans dans la salle, mais ils ne sont pas spécialement concernés par le sujet. Ça concerne plus leurs parents. 80% des personnes âgées de plus de 80 ans résident en province sud, dont 60% à Nouméa. Donc, c'est un problème plus de la province sud que des autres provinces pour l'instant. Mais si on regarde la répartition de la population, c'est un petit peu la même chose. Puisque gouverner, c'est prévoir, ben, les élus doivent donc prévoir un dispositif gérontologique intégrant ces données. Ça, c'est important. C'est maintenant qu'il faut réfléchir pour les années à venir. Hein, c'est pas dans l'urgence. Le problème de placement concernera donc les femmes âgées de plus de 80 ans qui résident en province sud et plus particulièrement en Nouméa. Donc le CCAS a bien fait de mettre ce terme à l'honneur. Hein. Si statistiquement le Nord et les îles sont moins concernés, les problèmes sont plus rares, mais beaucoup plus aigus. Et là, on est confronté à un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de solution à proposer. C'est urgent, c'est aigu, et on est confronté à un vide sidéral. Hein. Donc, même si en milieu tribal, en milieu rural, on a plus de facilité à garder son parent vieillissant, il y a un moment où, pour certains, en tout cas, il faut trouver une solution parce que c'est plus possible. Donc le placement est de plus en plus tardif et concerne les personnes de moins en moins autonomes. Il y a 20-25 ans, on rentrait dans des structures non médicalisées très jeunes. Des veufs rentraient à l'âge de la retraite, par exemple. Ça n'existe plus maintenant, c'est exceptionnel. En Nouvelle-Calédonie, ce qui persiste, ce qu'on constate tous les jours, c'est l'importance de la solidarité familiale. C'est un petit pays, il y a encore une proximité entre les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, etc. La persistance d'un mode tribal ou rural permettant de rester à domicile longtemps, en particulier en brousse, mais également à Nouméa, parce que beaucoup de Nouméens sont d'anciens broussards et fonctionnent encore avec le fonctionnement broussard. On va dans la propriété le week-end, on ramène des légumes pour la semaine, voilà, il y a encore des liens très forts. On note également un développement des structures de maintien à domicile, donc qui retardent le placement, hein, qui l'évitent souvent ou qui le retardent, aussi bien en milieu urbain comme, bon, je vais citer la Samad pour le Grand Nouméa, mais il y en a d'autres, hein, en milieu rural ou tribal. Bon, dans le Nord, il y a Fleur de Vie, à Liage, l'association APAC, Association de personnes âgées et handicapées de Cougnier, qui fonctionne maintenant depuis 2 ans, enfin bon, un an et demi. C'était long à se mettre en place, mais ça éclot. Voilà. Et d'autres différentes associations qui sont mises en place dernièrement, notamment dans les îles. Hein. Je pense à Marais, mais il y en a d'autres. Hein. Ce qu'on constate également, c'est une amélioration inégale, mais quand même progressive, des conditions de confort et de vie et de sécurité. On peut citer l'aménagement des appartements, avec parfois installation d'un bloc sanitaire, grâce à des organismes tels que Opal ou TAZOA, j'ai du mal à le dire à chaque fois, dans le Nord. Le portage des repas en ville, bon, le CCAS, si je ne me trompe pas, a mis en place un service de portage de repas à domicile. Donc ça, c'est important. Un homme qui ne sait pas se faire à manger, ou une femme qui a du mal à cuisiner, elle aura toujours cette possibilité. L'arrivée du micro-ondes a révolutionné aussi les habitudes. Moi, j'ai en tête beaucoup de veufs
qui, les enfants leur disaient, écoute, papa t'appuies là, et puis ça se réchauffe comme ça. Bon, c'est beaucoup plus facile que d'allumer un four, etc. Quoi. Ça, on ne se rend pas compte comme des petites choses techniques comme ça ont modifié les comportements. Les téléalarmes aussi. Alors les téléalarmes, il ne faut pas en attendre des miracles. Ça rassure souvent l'entourage. Et par expérience, on a souvent des chutes la nuit entre le lit et les toilettes, et la téléalarme est sur la table de nuit. Et on trouve le papier à la mamie le matin à 7 heures, frigorifié, alors que la téléalarme n'était pas à disposition. Quoi. Donc c'est bien, mais ça nécessite un effort pédagogique pour que la personne l'ait en permanence sur elle. On a la même chose avec la canne. Hein. C'est combien de fois les gens disent aussi j'ai une canne, mais elle est là-bas. Mais la canne, il faut l'avoir toujours à la main. Un frein au placement peut s'expliquer également par le coût élevé des hébergements par rapport aux revenus de certaines personnes âgées qui ont peu cotisé. Il y a des générations actuelles là, qui ont été déclarées, qui ont vraiment des petites retraites et pour lesquelles le minimum vieillesse ne suffit pas. Donc, globalement, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que si toutes les conditions sont réunies pour rester chez soi, on y reste. C'est 90-95% des personnes, si on leur demande, préfèrent rester à la maison. Donc le placement des personnes valides est de plus en plus rare et ce qu'on peut voir éventuellement, c'est des personnes souffrant de solitude qui souhaitent rentrer dans une structure pour pouvoir garder un contact avec d'autres personnes. La minorité qui pose des problèmes et qui posera de plus en plus de problèmes, ce sont les gens qui sont en perte d'autonomie physique ou psychique. Et là, c'est important d'agir, si possible, en dehors de toute urgence. On ne peut pas toujours le faire, mais anticiper, c'est quand même important. C'est important d'y réfléchir quand on est en bonne santé, pour le cas où on ne sera plus en bonne santé ultérieurement, où on va être dégradé. Les cas les plus douloureux, c'est quand il y a un événement imprévu, comme une chute à domicile avec une fracture, une hospitalisation pour un bilan, une hospitalisation pour une fièvre, pour une infection, etc. Et à l'hôpital, la personne âgée va perdre son autonomie, va plus savoir marcher, va plus savoir manger toute seule, on va lui mettre des couches parce que quelquefois ça va plus vite de mettre une couche que de lever la personne toutes les 2 heures pour aller uriner. Et ça va très vite, ça se dégrade très vite, donc l'hospitalisation peut toujours la redouter. Quelquefois elle est nécessaire, souvent elle est nécessaire, mais il faut toujours se dire, je sais comment il est rentré, je ne sais pas comment il va ressortir. Je le dis, je le dis d'autant que je suis de formation praticien hospitalier, hein, mais c'est toujours à double tranchant. Faire rentrer une personne âgée, plus ce sera court, mieux c'est. Donc dans le cas des pertes d'autonomie non prévues, enfin aiguës, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là il peut y avoir un circuit pathologique dans lequel la personne âgée va perdre ses repères, son autonomie physique, psychique. J'ai en tête quelqu'un que j'avais vu en dehors de Nouméa, qui, dans le cadre du CRHD, l'épouse me disait, mon mari, sur 12 mois, il était hospitalisé 7 mois, entre le CHT, le CHS, le CHM, retour à domicile, il revient, il part. Et ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il vient de l'hôpital, il est moins bien que quand il est rentré. Mais en même temps, je ne pouvais pas le garder à domicile parce que son état ne me permettait plus. Donc là, il y a vraiment une grande difficulté et c'est jamais très bon pour la personne qui est concernée. Pour le conjoint non plus, parce qu'il s'épuise et quelquefois il meurt avant la personne concernée. Ça pouvait si, c'est bon, oui. Alors comment, lorsqu'on est âgé et dépendant, bien préparer son entrée en établissement spécialisé, je l'ai dit, mais je le répète, c'est important d'anticiper. En parler avant, avec tact. C'est vrai que si on débarque le dimanche au moment d'apéritif chez ses parents en disant au fait, ces petites heures des pauvres, ça ne dit pas, etc. On risque de se faire jeter de la maison. Et voilà, il faut en parler quand les personnes sont valides et autonomes. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que là, on devient le parent de ses parents et on n'est pas habitué. Habituellement, nos parents nous disaient ce qu'on devait faire. Là, on est en train de prendre la main sur eux en disant est-ce que tu ne penses pas que, etc. On n'a jamais la réaction qu'on attend. On est quelquefois surpris, ça se passe bien, quelquefois ça se passe mal. Voilà. Donc, je ne vais pas donner de recette, hein, chaque cas est particulier, mais bon,
tout va bien pour l'instant, mais est-ce que tu as réfléchi à une solution si toutefois ça n'allait plus un jour ou l'autre? Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. On peut même aller plus loin, alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours entendu. Est-ce que vous avez, quand ce sont des gens qui conduisent, par exemple, est-ce que un qui conduit, l'autre qui ne conduit pas la voiture, est-ce que vous avez prévu pour le jour où celui qui conduit va mourir et toi qui ne conduis pas, si lui meurt en premier, c'est pareil, ça se prépare, ça se dit pas comme ça entre le fromage et le dessert, quoi. Mais ce sont des questions à évoquer pour prévoir l'avenir. Si toutefois ça n'allait pas un jour, plus tard, on ne sait jamais, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est peut-être bien d'en parler maintenant, à froid. Alors, on peut avoir la réaction, c'est pas grave, j'irai chez toi le jour où ça n'ira pas. Donc, quelquefois, c'est pas ce qu'on attendait, quoi. Parfois, si le sujet est évoqué alors que le personne âgé était en état de décider de son avenir, son placement va se faire plus tard alors qu'elle a des troubles cognitifs de type Alzheimer, c'est-à-dire qu'elle a une perte d'autonomie psychique. Et là, ce qu'elle a dit alors qu'elle était valide, est-ce que c'est encore d'actualité? C'est compliqué parce qu'on a une personne qui est plus celle qui nous avait dit ce qu'elle voulait, je suis contre, je veux rester à la maison, et là on a décidé contre son gré, mais en même temps on n'est plus en état de donner son avis. Il y a un point sur lequel je voulais insister beaucoup, donc anticipé j'ai dit, c'est l'importance du positionnement du médecin de famille. Ça c'est un point qui me paraît important, et vraiment là il faut que les familles fasse positionner le médecin. Le médecin, il doit également anticiper, mais lui, il a un rôle qui est plus facile. Il peut se situer en professionnel de santé. Moi, ce que je vous dis, c'est en tant que médecin, voilà, je trouve que le cœur, le truc, vos chutes, vous avez des vertiges, vous avez trébuché une fois dans votre tapis, il y a un risque de fracture du col du fémur. Si on en discutait ensemble, lui, il aura un positionnement qui ne sera pas affectif comme celui du fils, de la fille, de la belle-fille, etc. Quelquefois, il y a une génération qui manque, ils sont décédés, c'est le petit-fils qui doit gérer. C'est encore beaucoup plus compliqué. J'en tête une dame qui était venue, elle, c'était volontaire, elle venait s'inscrire dans une maison de retraite, elle était accompagnée d'un jeune de 18 ans, ce qui n'est pas habituel. On voit des gens de 60 ans habituellement, qui viennent inscrire leurs parents, qui viennent avec leurs parents de 80. J'ai dit, mais comment se fait-il que ce soit votre petit-fils qui vienne? Elle me dit, c'est simple, mon mari s'est pendu, mes 3 fils se sont pendus à 5 ou 10 ans d'écart, donc il manque une génération. C'est mon petit-fils qui fait pour moi. Donc voilà, on voit quelquefois des situations dramatiques, quoi, hein. Et là, pour un petit-fils, ça allait parce que la grand-mère faisait une démarche volontaire, mais imaginons qu'elle soit en perte d'autonomie et qu'elle refuse de quitter son domicile. Est-ce qu'on peut demander à un gamin de 18 ans d'avoir cette charge, quoi. Donc le médecin de famille, lui, c'est lui qui est le sachant, entre guillemets, c'est-à-dire que vis-à-vis de la personne, il a des arguments, des arguments par rapport à, pas spécialement par rapport à la santé, la tension, le cœur, etc., mais l'autonomie, est-ce que vous êtes capable encore de vous faire à manger? Est-ce que vous êtes capable, si vous tombez, de vous relever? Est-ce que vos médicaments, comment ça se passe? Alors, on peut toujours trouver mais il y a un moment donné où c'est bancal, où le domicile est transformé en hôpital, quoi, où les gens ne se retrouvent plus. Donc, c'est important que le médecin se positionne. Hein. Si le médecin ne se positionne pas, c'est à vous de lui demander de se positionner. C'est son rôle, hein. C'est son patient, il le connaît, il doit l'aider, l'accompagner, le guider, l'aider à prendre la décision. Aider à prendre la décision, ça fait partie de la négociation que tout médecin devrait faire. C'est lui qui est en charge de la santé physique, mentale, sociale. La santé, c'est le bien-être physique, mental et social, c'est pas l'absence de maladie. Le médecin, il doit savoir expliquer avec des mots simples, se faire comprendre, qu'on peut expliquer sans compris. Voilà, vous avez compris ce que j'ai dit? D'accord. Votre médecin sorti, Marie-Jo, tu peux me dire ce qu'il a dit, le docteur, parce que j'ai rien compris. Donc,
s'assurer que le message est bien passé. Hein. Et en cas de résistance, je l'ai dit tout à l'heure, il doit savoir négocier. Je bouge, pardon. C'est son rôle. Alors, quand c'est une hospitalisation, ben là, cette médecin hospitalier et l'équipe hospitalière qui doivent se positionner également. Je place l'équipe hospitalière parce qu'il y a quelquefois une proximité différente entre le médecin, l'infirmière, l'infirmier, l'aide-soignant, etc. Donc il faut que l'équipe participe à la prise de décision également. Le médecin, il faut, mais les équipes, moi ça me paraît primordial en tout cas. Et je pense aux équipes de nuit notamment, où il y a une proximité qui est encore différente. Avec l'équipe de nuit, on parle, on raconte sa vie, on raconte ses misères, comment ça se passe avec les enfants. Ma belle-fille, elle est bien gentille, mais c'est pas pareil que ma fille, vous comprenez, je suis moins à l'aise, etc. Bon, il se passe des choses. Hein, et il faut que l'équipe, pareil, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça fait 3 fois que vous venez à l'hôpital en 3 mois, et à chaque fois, vous perdez un petit peu. Est-ce que vous en avez parlé avec vos enfants? Qu'est-ce qu'ils en disent? Écoutez, moi, en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant qu'assistant social, voilà ce que moi, je dois vous dire en tant que professionnel. Voilà. Maintenant, vous, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Mais voilà, moi, sur le plan professionnel, voilà comment je vois les choses. Alors, importance pour les aidants, le point que je voulais dire, l'importance pour les aidants de travailler sur leur culpabilité. C'est violent hein, de devoir placer son parent. Ils nous ont mis au monde, ils nous ont élevés, ils nous ont montré le chemin, ils nous ont guidés. Mais c'est parce qu'on les aime que quelquefois on est obligé de trouver une autre solution que le domicile. Ce n'est pas un abandon. Moi, par expérience, je peux vous dire, j'ai vu des gens à domicile abandonnés, sans visite, des gens en structure avec des visites régulières. Leur exemple, c'est la canicule. Je ne sais plus en quelle année, en métropole. Certains étaient morts placés dans des réfrigérateurs en attendant que quelqu'un se manifeste, quoi, 15 jours. Hein. Donc voilà, l'abandon, c'est pas. Il ne faut pas croire que dans une structure, on est abandonné, il y a de la vie. Hein. Il faut aussi que la famille se bouche les oreilles devant tout ce qu'ils peuvent entendre dit par des personnes non concernées. Il y a qu'à, il faut, tu devrais faire comme ci, tu devrais comme ça, etc. Ça, on dit souvent quand on n'est pas concerné. Voilà. Mais quand on est passé par là, quelquefois on se rend compte que, oui, tu nous dis ce que tu veux, mais moi je suis... voilà. Le maintien à domicile, il a des limites. Il faut essayer de se mettre dans la situation d'un fils qui doit mettre des couches à sa mère, par exemple, 3 fois par jour. Parce que l'infirmier va passer le matin, va passer le soir, l'auxiliaire de vie, etc. Mais il peut avoir de la diarrhée, il peut avoir des fuites, il peut avoir... je le dis parce que je l'ai vécu en brousse, moi, un fils d'une 60aine d'années qui pleurait en me disant « mais c'est humiliant pour moi, mais heureusement ma mère elle ne se rend pas compte, mais elle ne me reconnaît plus. Mais pour moi, c'est faire sa petite toilette. Alors, il y avait toute une équipe, des gens qui passaient, mais ils ne sont pas toujours là au bon moment. Ça, il faut se mettre à la place de l'aidant qui, à un moment donné, n'en peut plus. Ou c'est le conjoint de l'aidant qui n'en peut plus, en disant, mais tu passes plus de temps avec ta mère, avec ton père qu'avec moi. Stop. Ou les enfants, quelquefois, qui disent, mais tu t'occupes plus de nous. Donc ça, c'est la culpabilité. Il faut vraiment que les professionnels, les gens dont c'est le métier, aident à travailler là, avec celui qui doit prendre la décision quand la décision ne peut pas être prise par l'intéressé, par la personne âgée. Chacun doit rester dans son rôle. Les enfants doivent rester les enfants et non les infirmiers 24 heures sur 24. Quand on réajuste une couche, quand on change un vêtement, ok, mais on ne peut pas faire ça toute la journée, je veux dire. Surtout quand on est le fils et que c'est sa mère, par exemple, ou que c'est le fils et que c'est la deuxième épouse du père. Quoi. Enfin voilà, c'est pas quand le maintien à domicile, les infirmiers à domicile, l'auxiliaire de vie, etc., ne peuvent plus assurer 24 heures sur 24 parce que c'est plus possible, c'est au détriment des aidants proches, des familles et de l'équilibre personnel, de l'équilibre de la vie de couple.
c'était pas pour une personne âgée, c'était pour un gamin dont les parents, mais bon, ça me revient là. C'était un enfant qui avait une tumeur cérébrale et les parents avaient décidé de le garder jusqu'au bout. Et à la fin de sa vie, de la vie de ce gamin, les parents disaient, mais quelle erreur on a fait? On ne se supporte plus, on se dispute tout le temps, on ne dort plus, des canards qui ouvrent la bouche, l'autre. C'est trop, on peut plus. Et on comprend les parents qui... Parce qu'à l'hôpital, ils font 8 heures, ils repartent chez eux, ils ont une vie. Nous, c'est 24 heures sur 24. Et entendre un râle, entendre un souffle qui va s'arrêter puis qui ne s'arrête pas, et avec une personne âgée en fin de vie, c'est une situation très difficile pour le conjoint. L'aidant en particulier, quand il s'agit du conjoint, n'a plus de vie à lui, il est épuisé et risque parfois de partir le premier, parce que l'autre, il a une perte d'autonomie, mais l'aidant, lui, il a un cœur avec une insuffisance cardiaque, etc. Et il risque de faire un accident vasculaire. Et là, à ce moment-là, il faut trouver une solution en urgence. Donc 24 heures, c'est long. Soulever une personne de 100 kg, c'est pas facile. Quand vous êtes une petite bonne femme de 55 kg en sortant de la douche. Bon, je l'ai dit, mettre des couches à son père ou à sa mère, alors que les auxiliaires ou l'infirmier ne sont plus là, ben, c'est pas toujours facile. S'occuper de son père ou de sa mère qui ne vous reconnaît plus, qui vous dit bonjour monsieur, bonjour madame, qui fugue. Le plus difficile, je pense, que dans cette situation-là, ce sont les maladies d'Alzheimer valides. Maladie d'Alzheimer qui est au fauteuil, c'est douloureux, mais je sais pas, maladie d'Alzheimer qui fugue, ben, on le retrouve dans le village, on le retrouve, il s'est perdu, on le retrouve à droite, à gauche, la police vous appelle, etc. Et ça renvoie une culpabilité, je m'en suis pas occupé, voilà, etc. Ah, pardon. Un autre point que je voulais soulever également, je vais partir tout de suite. Vous voyez comment on est accueilli, c'est l'importance d'obtenir un consensus de la famille. Et là, ça peut être galère. Ça peut être galère, c'est une étape difficile. Mais on est obligé de... Bon. Souvent, celui qui est le moins présent, qui habite le plus loin, il a des solutions. Il y a qu'un, il faut, etc. Et celui qui est tout près, ben, il se tape tout le boulot. Quoi, hein. Il se tape tout le boulot, on le voit avec des poches sous les yeux, crevé, etc. J'en peux plus. Et l'autre, ben, t'as qu'à demander un lit médicalisé, ben, fais faire par l'infirmier, achète des couches, demande au médecin qu'il fasse une prise de sang, ben, fais un bilan de mémoire. Moi, je me souviens d'un fils qui, il ramenait ça sans arrêt, fait un bilan de mémoire. La mamie, elle est 90 ans, qu'est-ce qu'on va déboucher sur un bilan de mémoire? Ben oui. Moi, si on fait un bilan de mémoire, il y a des choses qui sont... À partir de 25 ans, on perd la mémoire. Qu'est-ce qu'on va faire sur un bilan de mémoire? Appeler une ambulance, amener à l'hôpital, la faire en 34 heures pour savoir que la mémoire, c'est une mémoire de 90 ans. Fais-le hospitaliser. Bon, alors qu'une hospitalisation, ben, c'est synonyme de risque de perte d'autonomie supplémentaire. Hein, et que le bilan de mémoire, alors, en l'occurrence, il n'apportera rien de plus. C'est un diagnostic de profane, un bilan de mémoire. Si la mamie, elle met son dentier dans la casserole, ben on voit que, voilà, ou je sais pas, moi, qu'elle vous dit 15 fois bonjour, ou etc., ben, oui, il faut le faire avant, au moment du début des troubles. Hein. Souvent, dans une situation comme ça, il y a risque de réveiller des querelles de fratrie, des vieilles querelles. Hein. Ah oui, mais toi, tu as toujours été préféré, quand tu étais petit, tu avais toujours ça, et moi, j'avais pas, etc. Dans l'expérience que j'ai eue, moi, de consultation médico-sociale, de réadmission, on avait souvent des choses comme ça à gérer, où on sentait manifestement, nous on demandait à voir le maximum de frères et sœurs, et on sentait qu'il y avait des tensions. Déjà en arrivant, vous voyez, c'est celui qui s'occupait le plus, celui qui faisait ça de loin et qui venait un petit peu en traînant les pieds, et puis on sentait qu'il y avait comme dans toutes nos familles, je veux dire, c'est pas nouveau, hein, on trimballe des vieilles histoires, et ça se réveille souvent, soit à l'entrée dans une structure, soit chez le notaire au moment du partage. Hein, voilà. Donc, voilà, ça fait partie aussi de la grandeur et de la faiblesse de l'être humain. Et puis, il y a les problèmes du financement. Ça peut révéler. Voilà, moi, j'ai vu des gens aller au tribunal des familles pour
aussi, quoi, parce que oui, mais toi, ton mari gagne plus que moi, etc. Voilà, alors, c'est pas toujours comme ça, mais c'est quand même, s'il n'y a pas de consensus, ça ne marchera pas. Il faut vraiment se mettre autour d'une table et en discuter. Alors, choisir la structure la mieux adaptée, pour moi, entrer dans une structure valide, ça veut dire que le jour où la personne sera plus valide, il faudra trouver une autre solution. Et là, c'est un deuil supplémentaire. J'ai quitté ma maison et on ne me garde pas, on me renvoie ailleurs. C'est une catastrophe. Donc, l'idéal, c'est de trouver une structure médicalisée de type EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils sont rares et géographiquement, c'est inégalement réparti, quoi. Moi, si je devais réfléchir sur mon avenir, ça fait un peu froid mais, dans le dos, mais c'est cette solution-là que je prendrais. Je ne voudrais pas déjà quitter ma maison, ce serait un drame, mais quitter où je me suis fait mon petit nid douillet pour aller dans une autre structure, c'est vécu comme la mort. Et après, c'est pompunel, disent souvent les personnes. Quand on leur dit, écoutez, on ne peut plus vous garder dans cette structure parce que ce n'est pas adapté, il n'y a pas d'infirmière en permanence, la nuit, il n'y a pas d'infirmière, des soignantes, etc. Ce qui est important aussi, c'est se renseigner, mais c'est du bon sens, ce que je dis là, auprès des familles qui ont des personnes dans cette structure, afin d'évaluer la satisfaction des usagers, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez comme reproche à faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ne pas se contenter du décor. Un coup de peinture, c'est bien, mais c'est de la chaleur humaine avec derrière. Des belles plantes, c'est bien, mais un beau jardin aussi, mais il faut qu'il y ait du personnel. Moi, je préfère, si je devais, pas si je devais, parce que c'est quelque chose qui est en train de se faire pour un de mes parents, mais trouver une structure, même si c'est de la vieille peinture, si dedans il y a la qualité de la prise en charge, voilà, c'est ce que je privilégierais. Je vais aider par des professionnels pour toutes les démarches, pour connaître les aides possibles, compte tenu des coûts à prévoir. Donc là, il y a des gens dont c'est le métier, pour le gérontologie, là, pour ainsi. Savoir demander ou savoir accepter une mesure de protection de justice quand la situation au sein de la famille est conflictuelle, quand la personne n'est plus en état de gérer son argent et qu'il n'y a pas une bonne entente dans la famille, c'est préférable que ce soit un tiers qui gère que ce soit des querelles à nouveau. Ça, c'est important. Les mesures de protection de justice, c'est pour protéger la personne, c'est pas contre elle, c'est pour la protéger. Inscrire par sécurité la personne dans plusieurs établissements. Un établissement qui dispose de la place au pied levé, pour moi c'est suspect. Soit c'est trop cher, soit les gens s'y pressent pas. Alors, quelquefois c'est parce qu'il y a une sortie, mais c'est quand même rare. Normalement, un établissement, il y a une liste d'attente. Donc, s'il y a une liste d'attente, c'est un bon établissement. Ouais. Il y a de la place que quand une personne décède. Préparer au mieux la personne âgée au placement futur, c'est pas la... Alors, c'est des mots, il faut le dire avec conviction, mais c'est important parce que moi, je pense que c'est pas la fin de la vie, mais c'est une vie qui sera plus courte, différente, mais il faut qu'elle soit de meilleure qualité possible. Se souvenir tout de même qu'à l'entrée de la structure, l'entrée dans une structure, ça arrive à la fin d'un circuit de pertes successives. De Gaulle disait la vieillesse c'est un naufrage, mais il disait ça en pensant en Pétain. C'était pas la vieillesse en général. C'est pas un naufrage, mais c'est une succession de pertes. La première perte, c'est la perte de son statut professionnel. Ensuite, c'est son statut social, en sachant que la personne âgée ici, elle a encore beaucoup de place, mais dans les pays industrialisés, c'est moins vrai que ça. Et puis, il faut intégrer le vieillissement physiologique et pathologique. Donc, on perd son statut professionnel, progressivement sa place dans la société, son conjoint, quelquefois, parfois ses enfants.
Et puis donc le vieillissement physiologique. Alors le vieillissement physiologique, il est normal. Perdre ses cheveux, bon, mais ça c'est pas une maladie. Hein. Diminution de sa vue, de l'ouïe, j'entends moins, je vois moins, je mets des lunettes, bon, dans le temps, mon grand-mère a des doubles foyers, maintenant c'est plus sympa, ça se voit moins, mais bon, sa souplesse, hein. La faculté d'adaptation à un monde qui évolue continuellement. Comment intégrer, par exemple, à 90 ans, le mariage gay? Moi, je me suis demandé à ce moment-là, pour les gens qui avaient vécu avec un cadre bien particulier, bien, etc., où on faisait la demande en mariage, où c'était bien codifié. Internet, par exemple. Moi, je me souviens, ma mère me disant, avant Internet, il y avait les fax, mais explique-moi comment une feuille que je mets en France dans mon téléphone, il arrive par la mer jusqu'à Nouméa. Je dis, écoute, je ne peux pas t'expliquer. Tu mets, et c'est tout. Et tu reçois quand le courrier arrive. Et après, je me suis dit, mais oui, c'est miraculeux. Comment, par exemple, des gens de Brousse intégrer que maintenant, à Coné, il y a un feu tricolore, par exemple. Voilà, pour des gens qui ont vécu Coné il y a 50 ans. Quoi, hein. Concernant le vieillissement pathologique, ben là, c'est un vieillissement lié à une pathologie qui entraîne également une perte, mais une perte beaucoup plus grave. Hein. C'est par exemple la perte de la mémoire avec la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est pas les petits où j'ai mis des lunettes, où j'ai mis mes clés, etc. Ça, c'est normal. Même à 40 ans. Même chez les jeunes fumeurs de cannabis, à 20 ans. Donc, la perte de la mémoire, la perte d'une jambe, par exemple, quand il y a un diabète compliqué, quand on doit couper une jambe, c'est des situations qui sont fréquentes, malheureusement, et chez les femmes, on voit assez souvent. La perte du contrôle de ses sphincters, ça c'est quelque chose, quand on est conscient, c'est quelque chose de violent. Hein. Une phrase qui doit être ressentie avec beaucoup de violence et qui n'est pas dite. La personne qui le dit, elle ne le dit pas dans ce but-là, mais au début de l'incontinence, c'est pas grave, mamie, on va te mettre une couche, par exemple. Mais c'est pas grave pour celle qui met la couche, mais pour celle qui a la couche, c'est un drame. Enfin, imaginons-nous, là, dans cette salle, qui travaille avec une couche, quoi, par exemple. Hein, et puis appeler, tiens, ma couche est pleine, il faut la vider, etc. C'est violent au début. Hein. Et ça, il faut l'intégrer quand les gens qui travaillent dans des structures pour personnes âgées disent que souvent les personnes âgées disent « Ah, si vous m'aviez connu avant ». Mais ça, c'est un rappel de la personne que j'étais avant, parce que vous me prenez à un instant T, mais j'étais autrement. Mais quand on travaille dans une structure de personnes âgées, on ne voit pas ça. On la prend telle qu'elle est, avec le dentier, le truc en tricot, mais elle a eu 15 ans, elle a eu 20 ans, elle a eu 25 ans, elle était amoureuse, elle peut encore être amoureuse, ça arrive, bon, dire, il y a eu une vie avant. Et ça, le personnel, souvent c'est un personnel jeune, il n'intègre pas toujours dans les structures qu'il y a eu une vie avant et que c'est important de ne pas la zapper. Je pense souvent à domicile des personnes âgées qui lavent leurs sous-vêtements avant que l'auxiliaire de vie vienne, parce que, alors je ne vais quand même pas lui faire laver mes petites culottes, surtout je les ai souillées. Donc vous voyez, quand vous passez à l'étape supérieure, et que là vous êtes totalement dépendant de personnes, à l'entrée de l'EHPAD, par exemple, c'est des choses intégrées pour la famille, que ça va chambouler certaines choses. Bon. J'ai mon métronome. Ça, c'est surtout, la famille doit l'intégrer, surtout quand il n'y a pas de perte d'autonomie psychique. Si les personnes âgées ne s'en plus compte, c'est moins douloureux pour l'entourage. Donc la maison de retraite, c'est un lieu de soins, ça c'est clair. On y rentre, une maison de retraite toute dépendante, c'est un lieu de soins, mais c'est également un lieu de vie, et ça il ne faut pas l'oublier. Hein. L'OMS, dans les recommandations de l'OMS pour l'an 2000, c'était donner des années à la vie, c'est-à-dire prolonger l'espérance de vie, hein, donner des années à la vie, mais également donner de la vie aux années, c'est-à-dire permettre aux vieillissants de vivre au mieux leur plein potentiel physique, mental et social. Et ça, souvent on l'oublie. Ça reste une personne importante et pas une tension, une insuffisance cardiaque, l'escarre du 12 ou le diabète du 15. Lorsque cela est possible, il est souhaitable d'accompagner la personne pour visiter l'établissement futur. Et
Et ça, il faut y aller avec beaucoup de tact, avec beaucoup de diplomatie. Et il faut que l'établissement qui accueille soit la même chose. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Se renseigner sur la vie au sein de l'établissement, les horaires des repas. Il y a des structures où on mange à 17 h, par exemple. Voilà, et certains ont été habitués à manger à 19 h, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des offices religieux sur place, par exemple, comme vous êtes en fauteuil roulant? Est-ce qu'il y a un aumônier, un pasteur, enfin, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe régulièrement? Est-ce qu'il y a possibilité d'amener un ou deux meubles auxquels on tient beaucoup? Est-ce que je peux mettre des photos au mur, par exemple? C'est un lieu de vie et pas un hôpital. Hein. Il y a du soin, mais ce n'est pas le CHT ni le CHS. Est-ce qu'il y a une coiffeuse qui vient sur place, par exemple? Quelles sont les animations prévues? Comment sont les chambres? Une personne, deux personnes? Est-ce qu'il y a un règlement intérieur? Qu'est-ce du règlement intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dedans aussi? Hein, c'est important. Est-ce qu'un membre de la famille peut partager les repas de temps en temps sur place en payant son repas, par exemple? Ça, je crois que ce sont des choses importantes. Quelqu'un qui habite à Koumak, il faut qu'il puisse manger quand il est à Nouméa avec son père ou sa mère. C'est important quand le père ou la mère n'est plus en état de sortir au restaurant. Si possible, proposer à la personne de visiter au moins 2 établissements afin qu'elle puisse faire un choix. Parce qu'elle n'a plus beaucoup de choix à faire, mais au moins celui-là. Je préfère là, je préfère là. Voilà. S'attendre aussi à une période d'adaptation normale de quelques semaines, ça c'est logique, hein, où on va moins bien, c'est normal. Et je crois qu'on peut dire à la famille, il faut qu'il soit rassuré quand le personnel devient progressivement la famille adoptive de l'intéressé. Souvent, le personnel, il sait tout ce qui se passe dans la famille. La belle-fille là, je m'entends moins avec, et puis celui-là, et puis machin, il va divorcer, je vais des soucis, etc. Quelquefois, ça crée des jalousies parmi les enfants aussi. Ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes à ces filles-là, ça ne regarde pas ce qu'on fait chez nous, etc. Ça veut dire que c'est une bonne adaptation à la structure. Ça veut dire que c'est gagné.